Bien, maintenant, j'appelle Daniel Greenberg qui va nous parler de la mesure de la tension exercée sur le néocordage au cours d'une implantation transapicale de cordage mitral vers une meilleure compréhension des conséquences objectives de la réparation mitrale. Et Daniel Greenberg travaille à Lyon, à l'hôpital cardiovasculaire. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs, Mesdames, les académiciens et techniciennes, merci de me faire cet immense honneur que de demander de présenter mes travaux de recherche qui portent effectivement sur les conséquences objectives de la réparation mitrale et comment comprendre ces conséquences pour nous aider à faire de meilleures chirurgies mitrales. Je suis Daniel Greenberg, je suis tout jeune PhD en chirurgie cardiaque au CHU de Lyon et je reviens de 2 ans de mobilité recherche au Mont Sinaï à New York. C'est de ces travaux que j'ai réalisés au Mont Sinaï dont je vais vous parler maintenant. Voici mes confinataires, j'en ai pas pour ce travail. Je profite de cette slide pour vous présenter les soutiens financiers que j'ai eus. Alors je vois dans la salle d'éminents chirurgiens cardiaques, mais je me permets quand même de rappeler quelques notions de base d'anatomie du cœur pour que ce soit plus compréhensible. Donc le cœur se contracte toutes les secondes pour envoyer de l'oxygène et des nutriments dans l'organisme, et ceci est possible grâce aux valves cardiaques qui permettent une circulation unidirectionnelle du sang dans l'organisme. Voici donc la valve mitrale. C'est une valve qui a une structure extrêmement complexe et avec le temps, avec l'âge, certains éléments de cette valve peuvent s'altérer avec comme conséquence une insuffisance mitrale. C'est une pathologie qui est fréquente. C'est une pathologie qui est fréquente, qui touche 1 à 2% de la population et dont la prévalence augmente avec l'âge jusqu'à 10% après 75 ans. Et quand cette insuffisance mitrale devient sévère, eh bien une chirurgie est nécessaire et 6 à 7 000 chirurgies mitrales sont réalisées chaque année en France. Lorsque ce sont les éléments de la valve qui sont pathologiques, on parle d'insuffisance mitrale primaire, et dans ce cadre-là, le gold standard est la réparation mitrale. Alors, la réparation mitrale, c'est une chirurgie qui est assez complexe, notamment du fait que cette chirurgie se pratique sur un cœur qui est arrêté et vide de sang. Les chirurgiens cardiaques ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des tests à l'eau pour simuler cette éjection cardiaque, mais il persiste une zone qui reste invisible derrière cette valve. Le chirurgien ne peut voir que la surface valvulaire et donc uniquement la partie émergée, j'allais dire, de la valve. Donc finalement, la seule façon pour un chirurgien de savoir s'il a fait un bon boulot, c'est de fermer le cœur, de déclencher l'aorte et de faire une échocardiographie. Dans la majorité des cas, cette chirurgie est suffisante, mais on sait que dans un tiers des cas, une insuffisance mitrale peut persister, donnant lieu alors à une nécessité de remplacer cette valve. Donc, un tiers des patients ont un remplacement valvulaire pour des lésions d'insuffisance mitrale primaire. Et ceci a des conséquences en termes cliniques. Ici, voici une représentation schématique de la survie après une chirurgie mitrale. On sait que la réparation mitrale donne des résultats qui sont excellents à très long terme. Mais on sait aussi que lorsqu'on ne peut pas réparer cette valve, lorsqu'on la remplace, eh bien on a une survie qui est moins bonne, les patients meurent plus parce qu'ils ont une prothèse. On sait également que, alors ça dépend des séries, jusqu'à 25% des patients vont revenir après une réparation mitrale pour une récurrence d'insuffisance mitrale. Et chez ces patients-là, on sait que 90% de ces malades avaient une échographie qui était normale au moment de la sortie. C'est-à-dire que finalement, l'échographie, qui est un très bon examen, ne permet pas de détecter, d'anticiper les échecs de réparation mitrale. Et donc, en tant que jeune chirurgien, jeune chercheur, je me suis posé la question, comment on pourrait augmenter le taux de réparation et comment on pourrait améliorer les résultats de cette réparation. Et l'hypothèse que l'on s'est donnée, c'est que peut-être que de mesurer des paramètres objectifs durant cette chirurgie nous permettrait justement d'atteindre cet objectif. Et je vais vous parler de 2 projets, l'un qui porte sur la mesure de tension de cordage et l'autre qui porte sur les forces de coaptation. Alors là encore, également, un tout petit rappel anatomique, cette valve mitrale fonctionne grâce à un appareil sous-valvulaire qui est fait de cordage. Alors, l'appareil sous-valvulaire a une structure qui est extrêmement complexe, beaucoup de cordage, et on connaît bien la description morphologique des cordages, mais on connaît assez mal les forces qui s'y appliquent. Il y a des modèles ex vivo qui ont été décrits, il y a aussi
quelques modèles in vivo, mais vous doutez bien que c'est compliqué parce qu'on a des capteurs à l'intérieur du cœur avec des voies de transmission qui doivent sortir du cœur, donc assez peu de données, très pauvres. Et puis récemment des outils de simulation numérique qui donnent des données à partir d'imagerie médicale. Et puis en 2015, au CHU Lyon, avec le professeur Obadia, on a eu l'opportunité d'essayer pour la première fois en France un outil qu'on appelle le néocord. Alors cet outil peut être utilisé à travers une courte thoracotomie gauche. On peut l'implanter à cœur battant et sans circulation intracorporelle. On vient rentrer l'outil à travers la pointe du cœur, comme vous pouvez le voir ici, et on vient attraper le feuillet prolabant, sortir le cordage à travers la pointe du cœur et puis tracter pour obtenir une coaptation correcte. Et puis quand on a utilisé la première fois, on avait donc ce résultat-là. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo? Je vais lancer la vidéo. Voilà, donc on a ce résultat-là, on a cette pointe du cœur avec des cordages qui sortent de l'apex cardiaque, et puis on a vu pour la première fois le mouvement des cordages transmis à travers ces pincettes. Et on s'est dit, au lieu de regarder juste ces pincettes bouger, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser et mesurer la force qui s'exerçait sur ces cordages? Et donc c'est ce qu'on a fait avec une équipe de l'INSA à Lyon. On a développé cette plateforme sur laquelle il était possible d'accrocher les cordages pour non seulement les tracter de manière indépendante ou synchrone, mais également pouvoir mesurer en même temps la force qui s'exerçait dessus. Et donc, on a ce résultat-là au bloc opératoire. Vous voyez ici la tension des cordages. Je m'excuse, l'image saute un peu. On a cette tension des cordages avec les données hémodynamiques et les données échographiques que l'on peut analyser et corréler. Alors voici les résultats qui ont été publiés dans une bonne revue, et donc je vais vous donner les résultats essentiels. C'est la technique que l'on a utilisée, c'est une technique qui est fiable. On a des résultats cliniques qui sont semblables à ceux qui ont été publiés dans la littérature. Un des éléments intéressants, c'est que la tension qui est nécessaire pour maintenir le segment P2 de la valve mitrale, le segment central postérieur, est à peu près de 0,8 à 1 newton, ça fait à peu près 100 grammes. Un autre élément intéressant qu'on a trouvé, c'était que plus on mettait de cordage pour maintenir ce segment, plus la tension était divisée. Ça paraît assez intuitif, hein, mais c'est la première fois qu'on le mesure. Et on peut en tirer des conséquences qui sont extrêmement intéressantes. On comprend pourquoi Dame Nature nous a fait avec une valve avec plein de cordages, puisque plus il y a de cordages, moins la tension sur chacun des cordages est diminuée. Et puis on comprend aussi que dans des lésions d'insuffisance mitrale primaire, quand on a un cordage qui rompt, à ce moment-là, on a plus de tension sur les autres cordages, et donc on a une dégradation progressive de l'insuffisance mitrale. Et puis, un autre élément dont on s'est rendu compte, et c'est probablement le plus intéressant, quand on tracte sur les cordages, on restaure donc cette anatomie normale, et donc on restaure de la coaptation, on restaure le contact entre les deux valves. Et on s'est rendu compte que plus on tirait, moins on avait de traction. Une valve normale a finalement un stress qui est extrêmement bas. Alors c'est également, on a essayé de faire des hypothèses pour comprendre pourquoi est-ce que c'était comme ça. Et une des hypothèses qu'on a faites, c'était que lorsqu'on restaure de la coaptation, lorsqu'on restaure du contact entre les deux valves, on crée une zone finalement d'annihilation de stress, et donc on a un stress global qui diminue. Et pour répondre à cette hypothèse, on s'est dit, mais est-ce que c'est possible de mesurer ces forces de coaptation et de les corréler justement avec ces tensions de cordage? Et donc, c'est un deuxième travail que l'on a fait par la suite. La coaptation, c'est le contact entre les deux feuillets valvulaires, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein. Ça fait déjà 20 ans avec les travaux de Carpentier que l'on sait que restaurer la coaptation, c'est un principe de base de la réparation mitrale. Et ça, c'est l'image que je vous ai déjà montrée. Cette coaptation, on peut en voir uniquement le sommet, puisqu'on ne peut pas voir ce qui se passe derrière, donc c'est extrêmement difficile de mesurer la surface de coaptation. Et en échographie, l'échographie donne un plan de coupe, donc on voit la coaptation en un seul endroit, et finalement, si on veut avoir la surface de coaptation, on est obligé d'additionner les plans de coupe, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait en pratique et qui est assez difficile à obtenir. Donc ça, c'est les données morphologiques. En termes de chiffres maintenant, également, on a très peu de données sur la mesure, sur les paramètres physiques, quelle est la force de fermeture, quelques données ex vivo et puis quelques données de simulation numérique, mais encore une fois, une littérature qui est assez pauvre.
Et donc, à New York, au Mont Sinaï, on a développé ce capteur, cet outil, qui peut être inséré à l'intérieur du cœur, comme vous allez pouvoir le voir, et qui va nous mesurer ces forces de coaptation. À nouveau, l'image saute un peu, j'en suis désolé. Cet outil a été utilisé, et on a obtenu une preuve de concept sur un modèle ex vivo. Vous avez ici un cœur de porc qui a été connecté à une pompe à son apex pour simuler une contraction, et nous obtenions ce résultat-là. Donc ici, ce premier outil, le capteur avait 28 zones sensibles. Et donc, on voit que chaque zone sensible est activée lors de la systole, et avoir autant de zones sensibles, finalement, nous permet d'obtenir ce qu'on appelle une cartographie des forces de coaptation. Et donc, on a non seulement les forces, mais également la répartition de ces forces globales, et donc, indirectement, la mesure de surface de coaptation verticale. Je suis désolé, ça saute un peu. L'autre donnée que nous avons obtenue, et que nous confirmions notre hypothèse initiale, qu'une valve normale avait des forces de coaptation qui semblaient être plus importantes. Ici, c'est de la colorimétrie, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner, mais vous voyez sur la partie gauche, une valve normale semble avoir plus de force, plus de rouge qu'une valve pathologique avec un prolapsus. Voilà, pour conclure, quelques perspectives. D'abord, en termes de perspectives, c'est des travaux qui éventuellement, évidemment, prennent énormément de temps. Ce travail a commencé en 2015. Pour ce qui est du projet de mesure de tension cordage, on a actuellement amélioré notre plateforme, et puis surtout on a obtenu un financement ANR récemment qui va nous permettre d'utiliser la plateforme chez plus de patients, et également de financer des imageries avant-après pour les exploiter et faire d'autres modèles de simulation numérique. Et en termes maintenant de mesure de force de coaptation, un travail qui a donc commencé plus récemment, eh bien nous améliorons le capteur, nous améliorons le système en général, et puis nous avons développé des collaborations avec des centres qui possèdent des outils de simulation, comme un centre à Atlanta, qui vont nous permettre d'avoir un outil qu'on espère pouvoir un jour utiliser chez l'être humain. Et on a également une demande de financement NIH qui est en cours et qui nous permettrait de financer ce projet. Voilà, en conclusion, nous pensons que la mesure de paramètres objectifs au cours de la réparation mitrale pourrait nous permettre de faire de meilleures chirurgies, d'obtenir de meilleurs résultats, et de changer de paradigme d'une chirurgie finalement, j'allais dire, un peu vieille école, qui repose uniquement sur la transmission et l'évaluation morphologique, à une chirurgie plus moderne, basée sur la mesure de paramètres objectifs et physiques. Voilà, je profite de certains diapos pour remercier les gens qui m'ont aidé dans ce projet, le professeur Obadia, mon maître de thèse, le docteur Cotinet à Lyon, et puis l'équipe américaine. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui, je voudrais vous féliciter pour ce très beau travail, très méticuleux, car la valve mitrale, comme vous l'avez dit, est très difficile à comprendre. Elle est faite de supercherie. Ma question était, comment vous situez-vous par rapport au kit mitral qu'on commence à développer très sérieusement maintenant chez l'homme? Alors, c'est une excellente question, merci beaucoup de l'avoir posée. Alors, moi j'ai la chance d'avoir comme patron le professeur Obadia qui, vous le savez, dirige en France la recherche sur l'itraquine. Il a publié dans le New England des papiers récents, et donc je suis tout à fait dans cette actualité-là. On sait que ça arrive, on a vu les choses arriver pour la valve aortique, le TAVI, et puis on voit les choses arriver pour la valve mitrale. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de ce qu'il faut faire en termes cliniques. Je pense que des choses qui vont arriver, mais notre outil, d'une part, dans le brevet, on a inclus un brevet pour le percutané. Donc l'objectif, c'est de poursuivre les mesures, y compris en percutané. Et puis je pense qu'on a quand même de longues années pour la chirurgie encore, qui nous permettront de mieux comprendre les choses, et qui permettront probablement d'aider aussi ce développement d'outils percutanés. Mais on a largement le temps de pouvoir continuer nos travaux, à mon sens. Merci. Daniel Loisance.
je crois qu'il faut vous féliciter pour cette très très belle présentation et ce très joli travail. Ce que vous cherchez à faire, c'est mettre des chiffres, des nombres, des choses objectives sur quelque chose qui, jusqu'à présent, repose uniquement sur une évaluation très subjective par le chirurgien. Ce qui fait que votre démarche, qui va conduire à normaliser les procédures de réparation du crâne, doit vraiment être saluée. C'est vraiment une très belle démarche. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, je pense que tous les jeunes en chirurgie cardiaque ont tous entendu, ont tous demandé à nos patrons, mais comment est-ce que vous savez, est-ce qu'on s'est entendu dire, mais quand on sait, on sait. Et c'est une réponse, je pense qu'effectivement, avec l'expérience, ça s'acquiert, mais moi qui suis jeune, j'ai envie de mieux comprendre. Et alors j'ai de la chance parce que on a des évolutions technologiques qui nous permettent de faire ça. Il y a 10 ans, les capteurs qu'on utilise maintenant n'étaient pas disponibles, et donc je cherche de profiter de ça pour pouvoir faire ces mesures, mais effectivement, c'est passionnant. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Merci, Monsieur le Président. C'est à l'auteur que sont destinés ces applaudissements. Je voudrais vous poser une question à propos de votre évaluation colorimétrique. Elle parle d'intensité lumineuse, du signal lumineux, de votre couleur, de votre longueur d'onde. Quelle est cette colorimétrie qui est pour vous l'élément de base, donc en longueur d'onde, on est bien d'accord, d'un signal? Alors, c'était effectivement, enfin, c'est ce que je vous ai donné. On utilise des capteurs piézo-résistifs, c'est-à-dire qu'on utilise, c'est-à-dire que quand on a une pression sur ce capteur, on a plus de passage d'électricité. Et donc on mesure des intensités électriques, des résistances et des ohms. Donc ça, c'est ce qu'on a mesuré. Mais pour la représentation graphique, on utilise donc une couleur d'échelle pour représenter cette intensité. Donc on n'est pas dans la longueur d'onde quand j'utilise la colorimétrie, c'est dans la représentation graphique à l'écran, mais c'est des mesures d'intensité. Et pour expliquer pourquoi est-ce que je ne vous ai pas donné de chiffres, c'est parce que on a ces premiers capteurs qui sont des capteurs, j'allais dire semi-mesure. On a acheté des capteurs, on a demandé à l'entreprise de les faire, mais la technologie existait déjà. C'est des capteurs qui ne sont pas très précis et on voit que le signal évolue au cours de la mesure. Et donc vous donner des chiffres serait probablement de mauvais chiffres. Donc je préfère montrer quelque chose de graphique et voir quelque chose qui soit assez évident plutôt que donner des chiffres qui pourraient s'avérer par la suite être faux quand on aura fini de développer les capteurs qu'on développe spécifiquement pour cette application. Merci pour votre disponibilité. Bien, merci beaucoup François Richard. Non, juste une petite remarque pour féliciter le président de l'Académie de chirurgie d'avoir monté une séance qui respecte parfaitement la parité, et notamment chez les chirurgiens.